Donc, bonsoir, chers auditeurs. Bonjour et bonsoir, chers auditeurs d'Astronomie Québec, chers lecteurs. On commence cette semaine une nouveauté sur le site web d'Astronomie Québec. Ça ne se retrouvera pas dans le magazine PDF que vous allez lire, peut-être certains extraits qui auront trait à l'actualité, mais c'est surtout sur le site même que ça va se retrouver, le clip vidéo. Alors, je vous présente Michel Burel, qui est un membre du Club des astronomes amateurs de Laval, qui a souvent fait des conférences au Club des astronomes amateurs de Laval et ici même au Cosmodome où on se trouve présentement. Alors, Michel Burel, tu es un passionné d'astronautique et en général, tes conférences avaient trait à l'astronautique. C'est pour ça que je t'approche avec Astronomie Québec. On parle d'astronomie, bien sûr, mais on parle aussi d'astronautique et comment on peut aller observer sur place. On a parlé récemment de curiosité. Et puis, on a un bon assortiment de véhicules spatiaux qui nous ont permis d'aller sur place et d'observer des fois des observations directes ou de l'orbite terrestre pour ce qui est plus loin à l'infrarouge, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, on va parler un peu de toi en premier, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant à l'astronautique? Bien, moi, ça fait environ 45 ans que je suis à l'actualité astronautique. Moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Bébé, oui. Ah oui, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Quand j'ai vu Neil Armstrong marcher sur la Lune, ça m'a marqué beaucoup. Puis, je me suis mis au courant de l'actualité astronautique avec les moyens que j'avais dans ces années-là. C'est-à-dire la bibliothèque à mon école, la bibliothèque municipale de Grammy. Moi, je suis originaire de Grammy. Fait que la bibliothèque municipale, de temps en temps, tu pouvais écrire à NASA et t'envoyer une couple de renseignements, puis des pamphlets, puis des photos, des choses comme ça. Fait que c'était pas mal mes sources, puis la télévision. Parce que c'est jusqu'en 1975, là, il y avait pas mal encore de diffusion de ces choses de la télévision. Fait que je me tenais au courant de cette manière-là. Fait que ça fait longtemps que j'utilise ça. J'ai perdu ça, je dirais, dans la vingtaine. Je suis revenu avec l'avenue d'Internet en entre 92, 93, 94. Quand je me suis branché sur Internet, ben là, ben, la mine d'informations que je trouvais là-dessus. Puis ça m'a ramené aussi à une autre de mes passions que j'avais quand j'étais adolescent. J'ai recommencé à faire du modélisme, mais exclusivement des engins spatiaux. Des lanceurs et des engins spatiaux. Fait que ça m'a ramené vers ça. Par la suite, je suis devenu astronome amateur avec le club de Sherbrooke. Après ça, je suis déménagé sur la Rive-Nord. Je suis devenu membre du club de Laval. Puis en 2009, c'était le 40e anniversaire de Apollo 11. Puis conjointement avec mon collègue Yvon Labbé, qui lui préparait déjà une... Qui est derrière la caméra? Juste en arrière de la caméra. Lui préparait déjà une conférence pour commémorer le 40e anniversaire de l'Apollo 11. Fait que je me suis offert. On a fait l'Apollo 11 conjointement. Puis depuis ce temps-là, ben, la poule de neige a grossi. Puis, et on s'en plaint vraiment pas. Les conférences sont toujours assez passionnantes. Merci Yvon et merci Michel. Juste comme ça, pour ceux qui nous écoutent, je peux dire que Michel, c'est le style de gars, j'exagère un peu, mais c'est le style de gars à aller dire le gars qui a posé le boulon là, son beau-frère porte du neuf comme soulier. C'est le niveau de détail qu'il peut atteindre. Et Michel, tu as des détails sur des missions spatiales en cours. Alors, on va parler de ça un petit peu. Je ne sais pas si tu veux nous parler d'autres choses avant. Tu parlais des détails. Une des raisons qui fait que je vois beaucoup dans le détail, c'est que j'ai une formation en instrumentation et automatisation industrielle. Fait que le côté technique, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. Puis j'aime ça, aller chercher du détail dans ces domaines-là, au niveau vraiment technique. J'aime ça jouer avec les chiffres un peu, là, avoir des comparaisons, des choses comme ça. Fait que ça, c'est peut-être la petite coche de spécial qu'ils ont mes conférences, à cause de ça. À cause de toutes tes passions que tu C'est ça, à cause de plusieurs connaissances en astronomie, en instrumentation de contrôle, que je peux mettre ensemble, puis faire un beau package, puis qui est facilement vulgarisable pour les gens. Je dirais aussi d'une patience d'ange, d'aller chercher le détail. Genre à des heures. Tu peux demander à ma femme, là, la conciliation fusée-famille n'est pas toujours évidente. Mais... Fusée, famille, j'aime ça. Parlant de fusée, qu'est-ce qui a décollé récemment ou qui s'apprête à décoller? Bien, qu'est-ce qui s'apprête à décoller? Le 7 octobre, là, on est le 3 aujourd'hui. Le 7 octobre, il y a la compagnie SpaceX, qui est la première compagnie à envoyer un véhicule de ravitaillement vers la station internationale. Ils font le premier vol de leur contrat. Le vol qu'il y avait eu précédemment, c'est le dernier vol de validation, le dernier vol de test. Puis le premier vol qui fait partie de leur contrat de ravitaillement est dimanche, je pense que c'est dimanche, le 7 octobre. Par la suite, le 8 octobre, le lendemain, c'est pas nécessairement astronautique, mais c'est connexe un peu. Il y a un gars qui s'appelle Phillips Baumgartner. Il va faire un saut en parachute à partir d'une altitude de 120 000 pieds. Il a déjà fait 93 000 pieds. Il va tenter 120 000 pieds. Ça peut servir en astronautique parce que si tu veux développer des technologies au niveau des combinaisons spatiales,
qui permettent de faire une sortie rapidement. Si tu as un avarie durant la montée avec le véhicule, puis tu veux sortir, il faut que tu saches qu'est-ce qui va se passer avec ton corps, puis quel genre de combinaison ça va te prendre. Fait que c'est une bonne façon de valider ces genres de technologies-là. Fait que c'est un programme qui est commandité par Red Bull. Ça s'appelle le Red Bull Stratos. Fait que ça va être le 8 octobre. Donc, c'est au cas où il y aurait un genre de siège éjectable dans le... Ou une dépressurisation. Comme dans le temps de la navette, il y avait des boulons explosifs sur l'écoutille, puis il y avait une perche qui sortait. Puis ce système-là avait été emprunté dans les systèmes de bail-out des bombardiers durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est une perche, tu t'accroches après la perche avec un anneau, puis là, la perche, ça te permet de clairer le stabilisateur horizontal de ton avion. Quand tu arrives au bout de la perche, quand tu débarques la perche, tu es passé le stabilisateur horizontal. Tu es supposé être en sécurité. Tu es supposé être en sécurité. Sauf que j'avais vu des astronautes qui avaient des doutes sur la faisabilité de la chose, parce que tu ne peux pas faire ça à n'importe quelle vitesse et dans n'importe quelle altitude. Mais en tout cas, c'était le système qu'il avait trouvé. Au moins, c'était mieux que rien. Il y avait quelque chose. C'est ça, parce qu'il n'y avait pas de siège éjectable sans navette. Où il en est sorti, de toute façon. Dans les 2 jours premiers vols, il y en avait, mais ils les ont enlevés par après, c'était trop pesant. Parce que c'était des vols d'essai, les premiers vols. Puis par la suite, le 7 décembre, c'est le 40e anniversaire du décollage d'Apollo 17. C'est la dernière mission en 1972. Et tu peux faire une conférence par rapport à ça? Oui, j'ai une conférence de prévue au Cosmodome pour le 12 décembre. Ouvert au public? Ouvert au public. Normalement, c'est la date qui a été réservée. Ça devrait être ça. S'il y a d'autres choses, peut-être visiter le site du Cosmodome. Ça a été publié au niveau le 12 décembre, généralement, c'est à 8 h le soir. On va en parler à l'Astronomie Québec. Évidemment, tout le monde est invité à venir remplir la place. Au niveau de l'actualité immédiate, c'est pas mal ça qui se passe ces temps-ci. Par contre, il y a une compagnie qui s'appelle Adastra Rockets. Eux autres, ils sont en train de développer un moteur à plasma qui permettrait de réduire le voyage vers la planète Mars de 6 à 8 mois à 39 jours. Ça, c'est un ancien astronaute du programme de la navette qui s'appelle Franklin Chang Diaz. Puis lui, c'est parti d'une compagnie en banlieue de Houston. Il s'est acheté une grosse chambre à vide, puis il développe un nouveau mode de propulsion qui est vraiment un mode d'avenir pour aller sur la planète Mars avec des humains, parce que 6 à 8 mois exposés aux radiations, c'est pas l'idéal. Il est en train de développer une version de 200 kW de son moteur, puis il y a déjà des pourparlers avec la NASA pour aller en installer un sur la Station spatiale internationale pour booster l'orbite. Le prochain step dans ces tests, ça serait d'aller construire, il y a un prototype de fait, mais construire un modèle de 200 kW puis qui va servir à booster, à valider cette technologie-là. Puis par la suite, si les tests sont concluants, mais ça peut peut-être aller dans 2025, 2030, peut-être plus, mais tu prends 3-4 de ces moteurs-là, puis tu mets ça en arrière d'un véhicule, puis tu viens de réduire ton temps de voyage jusqu'à environ 39 jours. Bonne différence, oui. C'est ça. 39 jours à l'île et un autre 39 jours. Oui, 39 jours, c'est ça. Au lieu de 6 à 8 mois, ça réduit à 39 jours parce que la particularité de cette technologie-là, c'est que tu accélères tout le temps. Tu sais, un moteur chimique, une fois que tu as brûlé ton carburant, la swing que tu as eue quand tu as fini de brûler ton carburant, ça, c'est la vitesse que tu as. Tandis qu'avec un moteur comme ça, il pousse tout le temps. Fait que rendu à mi-chemin, tu n'as pas le choix, il faut que tu te vires de bord, puis tu pousses dans le sens inverse, sans ça, tu vas manquer la planète en arrivant. Là. Fait qu'il faut que tu ralentisses longtemps avant d'arriver. Excellent. Donc, on parle de réduire d'environ 7 fois la durée du voyage. C'est ça. C'est super. Ouais. Puis, au niveau de la sonde Curiosity, cette semaine, ils ont trouvé des évidences assez concluantes qu'ils auraient trouvé un ancien lit d'une rivière, parce qu'ils ont trouvé des petits cailloux ronds. La même chose qu'on a trouvé sur Terre, où il y avait déjà eu des lits d'une rivière, c'est des petits cailloux ronds là, entre 1/2 centimètre et 2-3 centimètres. Puis j'ai vu des photos, puis tu regardes les photos qui ont été prises sur la Terre, puis ce qu'ils ont trouvé sur la planète Mars, c'est comme cimenté dans des sédiments. C'est identique. Ça se ressemble à... Tu as vu les photos? Oui. Fait que c'est vraiment, vraiment proche. Et on ne parle pas ici de ce que Opportunity avait trouvé il y a quelques semaines. Non, là, c'est pas la même chose. Qui ressemblait à des bleuets. Non, c'est pas la même. Ce qu'ils appelaient les bleuets, le processus de formation de ces petits bleuets-là n'est pas le même que... Puis la composition n'est pas la même non plus. Parce que les bleuets, la composition, c'était pas mal toutes les mêmes minéraux. Tandis que là, ce qu'ils ont trouvé, quand tu vas voir des roches dans le lit d'une rivière, c'est pas toutes les mêmes roches. Bien, ce qu'ils ont trouvé sur la planète Mars,
Si tu fais juste regarder la couleur des roches, tu vois bien que c'est pas la même chose. C'est ça. Fait que c'est pas le même processus. Ils sont pas mal sûrs qu'ils ont trouvé l'ancien lit d'une rivière. C'est un peu comme dans le delta du Mississippi, quand il y a un grand cours d'eau qui se jette dans un grand espace, ça fait comme une fan, comme un éventail. Fait qu'ils ont, avec les données des sondes qui sont en orbite autour de la planète Mars, plus ce qu'ils viennent de trouver là, ils sont capables de dire, oui, ça, là, il y a déjà eu une grosse rivière qui s'est jetée dans ce delta-là. Moi, j'ai lu qu'il parlait d'une plaine alluviale. C'est ça, plaine alluviale, exactement. On s'amène à faire la géographie, La géologie, bien là, quand on commence à parler de planétologie, c'est la biologie, la géologie, ça embarque tout dans ces domaines-là. C'est ce qui est merveilleux de l'astronomie, de l'astronautique en général, c'est que c'est pas une seule chose, c'est que ça connecte. Ça rejoint plein de sciences puis de domaines techniques, des choses comme ça. Ouais, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous raconter? Bien, au niveau de la curiosité, il y avait un des ingénieurs, Adam Stelzner, qui a été l'instigateur du mode d'atterrissage avec le fameux Skytrain là, qui descendait le rover. J'ai vu une entrevue avec lui, puis lui, son prochain défi, ça serait d'envoyer une sonde sur Europa, passer à travers la glace, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que c'est l'endroit dans le système solaire où il est le plus probable que s'il y a de la vie présentement, ça serait là. C'est un endroit très probable. On parle d'une croûte d'une cinquantaine de kilomètres d'épais de Au moins glace, 50 km. puis ensuite de l'eau. C'est ça. Puis en fait, l'épaisseur de la glace, on ne sait pas, 50 km d'eau et ensuite le noyau de la planète. C'est ça. Fait que, puis j'ai vu, il y a un gars aux États-Unis qui fabrique des robots, genre pour faire des inspections de ponts, des choses comme ça. Comme AB, il a commencé à développer un robot comme ça. Puis son robot, il est capable de percer un trou dans la glace, aller se promener en dessous de la glace, puis retrouver le trou tout seul. Fait que peut-être qu'il faudrait qu'il rencontre M. Stelzner, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé à travailler là-dessus. Il pourrait revenir à la surface d'Europe et ensuite envoyer ses informations. Envoyer des informations sur un satellite en orbite directement. Fait que ça serait un des projets là, qui serait dans les prochaines années. Puis, les dernières choses aussi, la NASA est en train de développer un nouveau lanceur pour remplacer la navette, qui s'appelle Space Launch System, le SLS. Le véhicule Orion, qui va servir de véhicule habité pour les prochains astronautes américains là, au niveau de l'exploration, peut-être pas nécessairement là, le taxi de l'espace en orbite basse, par exemple, pour aller ravitailler la station internationale, ça s'en va vers le privé tranquillement. La NASA se concentre beaucoup sur développer un nouveau moyen d'exploration. C'est le véhicule Orion, c'est comme une retombée. C'est quelque chose qui a resté de l'ancien programme Constellation quand l'administration Obama a cancellé le programme. Ils ont ben c'est ça. Le programme Constellation, c'est les fusées qu'il y avait là. Fait que le Orion, ça serait la capsule qui serait ici, là, petite partie. Le véhicule qui va servir à faire le premier test non habité en 2014 est déjà en train de se faire l'assemblage final, puis l'intégration des systèmes de l'espace spatial canadien. Puis le premier vol non habité est prévu pour 2014. Ils vont faire une grande ellipse d'environ 3000 km. Puis ils vont rentrer dans l'atmosphère pour valider le bouclier thermique. Depuis le programme Apollo, quand ils sont revenus de la Lune, ils revenaient à 25 000 milles à l'heure, ça ferait à peu près 40 000 km/h. C'était les vitesses les plus rapides qu'on a eues de rentrer dans l'atmosphère depuis qu'on fait de l'exploration spatiale. Fait qu'ils veulent valider le bouclier pour être sûr qu'il est capable de supporter des chaleurs comme ça. Fait qu'ils vont faire un vol non habité. Puis le vol habité, si tout va bien, puis que les budgets sont là, puis que le prochain président est d'accord, c'est prévu pour 2017. Ce qui est quand même assez proche. Quand même assez proche. C'est c'est pas mal ça qui se passe là, au niveau de l'astronautique ces temps-ci. On a une très bonne couverture. On te remercie beaucoup, Michel, et restez à l'affût des prochaines capsules comme ça qu'on va poser sur le site web, à une fréquence qui reste à déterminer. On en parlait peut-être une fois par mois. Une fois par 2 mois, quelque chose comme ça. Alors, comme ça allera, merci beaucoup d'être à l'écoute et à la prochaine. Merci.